Merci d'être venu à ce nouveau mercredi des Amphis du Savoir. Comme toujours, nous sommes très heureux de votre présence. J'ai aujourd'hui le plaisir et le privilège de vous présenter le professeur Roger Robert, qui est un homme riche de beaucoup de titres, de connaissances. Je n'ai pas pu apprendre tous vos titres. Il y en a trop. Je peux vous dire simplement qu'il est neurochirurgien, qu'il est également, professeur d'anatomie, que vous avez dirigé un certain nombre. Vous avez été le directeur, le président de la Société française d'anatomie, je crois. Mais vous êtes également diplômé en zoologie, ce qui est moins courant. Vous êtes également diplômé d'anthropologie. Et je pense que sur ce sujet tellement brûlant de Darwin, certains parmi vous en L1 ont fait des exercices où on voit une photo de Darwin, vieillard vénérable à la barbe blanche, et on se dit que tout ça c'est fini, enterré. Non, pas du tout. On est dans une actualité, que ce soit Darwin ou le transhumanisme. J'entendais dire ce matin qu'on allait greffer une tête. Donc vous nous direz peut-être ce que vous en pensez. Je crois qu'il n'y a pas plus qualifié que vous pour nous parler de ces sujets-là. Merci beaucoup d'avoir fait le voyage depuis Nantes et je laisse la parole au professeur Robert. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, je vais vous parler de deux choses qui sont, à mon sens, très liées. D'une part, le darwinisme, qui est une théorie actuellement indiscutable et qui doit s'imposer, mais qui est menacée par différents courants, notamment, et je rentre d'emblée dans le sujet, l'Église, et puis les transhumanistes, ce qu'on appelle les transhumanistes, et que j'essaierai de définir en y mettant un petit peu d'ordre tout à l'heure. Alors revenons d'abord dans l'Angleterre du XIXe siècle avec la naissance de Charles Darwin, qui n'a jamais été anobli par la reine Victoria, qui repose à Westminster. Darwin a été élevé dans une famille qui est extrêmement prolixe, puisque en haut à gauche, vous avez son grand-père, qui s'appelait Erasmus Darwin, qui était passionné de sciences naturelles, qui avait fait médecine également. À cette époque-là, on faisait beaucoup de choses, et il le faisait bien, à tous les niveaux. Et Erasmus Darwin avait publié un petit livre qui s'appelait Zoonomia, qui n'est pas si petit que ça d'ailleurs, et où il parlait déjà du transformisme avant Lamarck. Alors transformisme, il y aura un certain nombre de noms un peu barbares ou de faux amis, comme on dit de temps en temps. Ça veut dire qu'une espèce peut se transformer. Et d'emblée, lorsqu'on dit transformisme, c'est-à-dire qu'on est contre le fixisme et la création par la main de Dieu des différentes espèces. Donc deuxième coup de glaive à l'Église, il y en aura d'autres. En bas à droite, tout à fait à droite, c'est le beau-père de Darwin qui aura une importance, j'allais dire, politique dans sa vie. Juste au-dessus, c'est son épouse, Emma Wedgwood, qui va devenir Emma Darwin et qui aura aussi une influence un peu négative. Elle est très marquée par le cléricalisme et n'ose pas afficher les idées de son époux, qui évidemment vont un peu contre la création de l'être humain par une main théologique. Et puis enfin, la bande des quatre en bas, ce sont les savants de l'époque qui vont avoir une influence capitale pour Darwin. D'abord, en bas à gauche, Henslow, qui va le suivre pratiquement toute sa vie. Et puis, le troisième à partir de la gauche, c'est Lyell. Lyell qui est probablement le plus grand géologue, j'allais dire, de tous les temps, et qui va lui aussi faire avancer beaucoup les choses. Enfin, je l'ai mis là, c'est Wallace, qui a eu les mêmes idées que Darwin, qui était beaucoup plus jeune que lui, et qui, en quelque sorte, poussait Darwin à la publication. Charles Darwin était un grand timide, c'était un grand malade également, un homme extrêmement fragile, qui n'aimait pas parler en public, et qui ne voulait pas publier sa théorie. Et il a fallu qu'il y ait une compétition entre lui et Wallace pour que, finalement, il arrive en 1859 à publier son livre, dont on parlera tout à l'heure. Alors, le jeune Darwin a, au départ, été poussé par son père, Robert Darwin, à faire des études de médecine. Il était classique dans la famille de faire médecin. Il faisait leurs études très jeunes, il commençait à 15-16 ans.
Darwin a passé 2 ans en Écosse, à Édimbourg, et on dit qu'il ne supportait pas les dissections. En fait, ce qu'il ne supportait guère, c'était la chirurgie qui se faisait sans anesthésie générale, et le cri des patients l'avait effrayé. Il a donc décidé de faire autre chose, et son père, Robert Darwin, qui était un bon médecin traitant, un peu psychologue également, s'en est trouvé extrêmement déçu et a dirigé son fils vers la théologie. Et il voulait qu'il fût pasteur. On est dans l'Angleterre anglicane, hein, c'est dans le protestantisme anglais. Et effectivement, il a passé ses diplômes de pasteur tout en continuant ses travaux, un peu solitaires, mais aidé par Henslow, en entomologie, c'est-à-dire l'étude des insectes qui le passionnaient. Et puis un jour, il apprend par son cousin, Joshua Wedgwood, que le capitaine Fitzroy de Her Majesty's Ship, le Beagle, donc le navire de Sa Majesté, le Beagle, devait appareiller pour 2 ans. Au départ, c'était prévu ainsi. En fait, ils vont être en mer pendant 5 ans, avec des escales, bien sûr. Et Fitzroy, qui est en bas à gauche, qui est un capitaine de 27 ans, 28 ans, Darwin a 22 ans à l'époque, Fitzroy cherche un naturaliste pour l'accompagner, avec qui il pourrait partager sa cabine et éventuellement sa table. Donc le jeune Darwin est évidemment poussé par sa curiosité naturelle d'aller explorer une faune qu'il ne connaissait pas, était enclin à dire oui, puis son père l'en a dissuadé, en ajoutant une phrase très importante en disant « Si tu trouves quelqu'un qui me prouve qu'il serait opportun que tu y ailles, alors je dirai oui. » Alors on est au 19e, hein, les enfants n'ont pas le droit à la parole, les temps ont changé, et il écoute donc son père, et son cousin Joshua Wedgwood arrive à convaincre le paternel Darwin que le fils parte sur le Beagle. Il a donc 22 ans, Fitzroy en a 28. Anecdote, Darwin avait un nez un peu spécial qui ne plaisait pas à Fitzroy, et à peu de choses près, sur son profil du nez, le nez dans l'histoire c'est important, hein, Cléopâtre, etc. Et le nez a failli lui jouer des tours. Sur un profil nasal, -2, il n'allait pas sur le Beagle. La théorie serait, si je puis dire, tombée à l'eau. Alors il est parti sur le Beagle pendant 5 ans, pratiquement. Et en fait, le but de ce voyage était d'aller faire la relevée des fonds de l'océan de l'Amérique du Sud. Et le deuxième acte, qui est moins avoué dans les livres, était de ramener en terre de feu des Fuégiens qu'ils avaient pris dans un précédent voyage où Darwin n'était pas, pour les acclimater à la vie anglaise, et probablement pour leur inculquer un peu de religion britannique. Et donc on remettait les Fuégiens avec l'espoir qu'ils transmettent la bonne parole en terre de feu. Non, ça c'est une parenthèse, mais ça fait partie un petit peu des soucis de l'époque. Alors, Darwin va travailler dans tous les domaines, en géologie, en botanique. Bien sûr, il va faire de la paléoanthropologie, de l'anthropologie. Et ce qu'il constate immédiatement, c'est la variabilité des espèces. C'est-à-dire qu'il va comparer, dans 2 îles très voisines, des animaux qui se ressemblent et qui pourtant ne se reproduisent pas entre eux. Ça sent la spéciation, c'est-à-dire l'isolement des espèces, avec que seuls les membres d'une espèce peuvent se reproduire entre eux. Entre espèces différentes, on ne peut pas se reproduire. Nous ne sommes pas absolument comme les grands singes. La copulation entre un mâle de chez nous et une guenon, ça ne marche pas. Donc, même si on est proche, la spéciation fait qu'il n'y a pas de reproduction possible. Alors, il est très marqué par la variabilité, et puis il commence à penser qu'il y a peut-être une création de nouvelles espèces, ce qui, là encore, va contre la théologie, puisque Dieu est censé avoir fait toutes les espèces de façon immuable, d'emblée, toutes et de façon immuable. Ça n'évolue pas, c'est le fixisme, et lui va dire, mais c'est curieux, il me semble que c'est absolument le contraire. Alors, à chaque arrêt, il va envoyer par bateau ces spécimens en Angleterre, et notamment, il y a 2 grands savants qui vont
le rendre célèbre pendant qu'il est sur le Beagle. Hein. Rappelons qu'il a 22 ans quand il part, qu'il va avoir 27 ans quand il en revient. Et notamment John Gould, qui est spécialiste des oiseaux, va beaucoup travailler pour lui, avec les pinsons des Galapagos, j'en dirai un mot tout à l'heure. Et puis Thomas Bells, qui est le grand spécialiste des reptiles, va également promouvoir Darwin. C'est un inconnu, mais quand il va revenir, il aura tous les honneurs, de par la classification assez exceptionnelle qu'il a rapportée de ces différents escales. Alors, la publication de ces découvertes ne va se faire qu'en 1859. Je rappelle qu'il a embarqué sur le Beagle en 1831, qu'il en sort en 1836, et il ne va publier réellement son œuvre maîtresse, hein, qu'on appelle l'origine des espèces par la transformation, qu'en 1859, contraint et forcé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, que lit Darwin sur le Beagle? Il s'entend plus ou moins avec Fitzroy, qui est un petit peu psychopathe, le commandant de bord, et il va travailler Darwin sur tout. Notamment, c'est lui qui a émis l'idée de la formation des atolls, c'est-à-dire de tous ces phénomènes géologiques complexes dans l'océan Pacifique et ailleurs. Mais il va également travailler sur la botanique, beaucoup, alors qu'il s'est toujours pris pour un non-botaniste. Il va appuyer énormément. Et puis, il va justement s'intéresser aux espèces animales voisines différentes, spéciées, c'est-à-dire ne pouvant pas se reproduire entre elles, et notamment ses travaux sur les pinsons des îles Galapagos sont très connus, avec celui qui a un grand bec en haut à gauche et qui casse des fruits durs avec, et celui qui a un petit bec en dessous. Ils sont de la même famille, mais ne sont plus de la même espèce. Et le petit du bas a une alimentation différente. Il va simplement sucer des vers dans la vase et on n'a pas besoin d'un grand bec costaud pour ça. Autrement dit, la fonction va créer l'organe, mais on n'est pas dans le lamarckisme. C'est-à-dire que l'adaptation va retenir l'organe le plus adapté dans des conditions déterminées et ce sera transmis à la descendance. Donc ces pinsons qui étaient uniques au départ vont voir une sélection qui va se faire en quelques générations. Ceux qui ont un grand bec vont vivre dans telle île, ceux qui ont un petit bec plus fin vont vivre ailleurs. Et puis à force de ne plus vivre ensemble, on ne se reproduit plus ensemble. Voilà ce qu'est la spéciation. Alors quel est le noyau de la théorie? C'est la variation. La variation, tous les animaux et tous les êtres vivants, en incluant les plantes, sont sujets à des variations. Et ces variations ont une induction nécessaire qu'on appelle la variabilité, c'est-à-dire que nous sommes sujets à variation et nous avons la possibilité de varier. On va varier au fil des générations de nos caractères qui, à un moment donné, seront utiles pour notre pérennisation. Il y voit une filiation avec la domestication. C'est facile de travailler sur les animaux domestiques qui, je le rappelle, sont quand même comme des animaux naturels, à part que la sélection se fait par l'homme. Donc ce qui change, ce n'est pas l'animal, c'est la façon dont on le retient. Par exemple, eh bien, dans le Massachusetts, on avait encouragé la reproduction de certains moutons qui avaient des pattes arquées, un petit peu difformes, qui les gênaient certes pour marcher, mais qui les empêchaient de passer des clôtures. Donc on fait des clôtures plus basses, c'est un coût économique, enfin une diminution du coût, et donc les paysans vont faire se reproduire plutôt les moutons boiteux que les moutons qu'on aurait considérés comme bien. Et c'est ça, l'adaptation et le choix domestique, il est à l'avantage humain, quitte à créer des monstres, comme je l'ai marqué. Donc il y a une possibilité de sélection. Dans le domaine domestique, c'est bien sûr l'homme qui fait sa sélection. Dans le domaine naturel, il y a fort à parier qu'il y a une force qui va permettre la sélectionnabilité des animaux, et cette force, elle reste à déterminer. C'est ce qu'il appellera, bien sûr, un peu plus tard, l'origine des espèces par le phénomène de lutte pour la survie, c'est-à-dire la lutte des gens mieux armés, encore une fois, à un moment donné. Alors, il y a un exemple très très connu, qui est la phalène du bouleau, ce papillon qui est très connu en Angleterre notamment. La phalène du bouleau, normalement, c'est la forme blanche qui est à gauche de la diapositive.
Le problème est que quand l'industrialisation a commencé, au XIXe siècle, les bouleaux qui étaient blancs sont devenus noirs. Et donc, les papillons blancs sur un bouleau noir, ça se voit, et donc les prédateurs les mangent. Si bien que la deuxième forme, qui est Carbonaria, qui est, elle, noire, va avoir un camouflage et va être sélectionnée. Et en quelques générations, il ne restera en fait que les Carbonaria. En tous les cas, ils vont dominer. Et avec cette carte d'Angleterre de répartition des papillons, vous pouvez juger aussi de l'activité en fait des usines de charbon de l'Angleterre. Et quand on met les différentes sciences tout ensemble, on a des trucs très intéressants. Et voilà comment ça se passe. Donc l'adaptabilité, la variabilité, tout ça c'est dans la nature. Il suffit d'ouvrir les yeux. Toujours pour vous prouver que ça existe, il y a eu des cas très intéressants. Cette petite île qui est l'île de Robinson Crusoe, qui est l'archipel Juan Fernandez, a été le théâtre d'une scène qui est assez extraordinaire. Assez extraordinaire parce que les Anglais qui passaient par là et qui faisaient la guerre un peu partout avaient élevé des chèvres là. Ils avaient mis un couple de chèvres, puis ils repassaient de temps en temps, et avec les chèvres se reproduisaient énormément. Une espèce, dans une condition donnée, est faite pour envahir tout l'espace qui est autour d'elle. Une espèce, normalement, n'est pas limitée. Après, il y aura des limitations par lutte intra- et interspécifique, mais une espèce, ça s'étend. Alors les chèvres se sont étendus. Si bien que les Anglais venaient à la boucherie, quoi. Ils s'arrêtaient de temps en temps, remplissaient un bateau de quelques chèvres, et puis continuaient la route. Et les Espagnols qui leur faisaient la guerre se sont dit, bon, on va leur couper les vivres. Ils ont apporté des chiens. Et les chiens ont bouffé les chèvres. Et donc il y a eu une compétition interspécifique entre les chiens et les chèvres qui fait que, effectivement, les deux espèces finalement ont survécu, mais pas en très grand nombre, parce qu'ils se limitaient. Les chiens n'avaient plus assez de chèvres pour manger. Les chèvres s'étaient réfugiées dans des petits domaines extrêmement escarpés. Donc, seuls les chèvres très habiles et les chiens très habiles pouvant aller boulotter quelques chèvres dans des endroits acrobatiques ont survécu. Adaptation des mieux adaptés dans les circonstances données. Voilà un bel exemple de en fait, la stabilité des espèces et du contrôle, si je puis dire, des naissances de deux espèces différentes. Alors en 1859, voilà, Darwin sort son pavé, l'origine des espèces par le biais de la sélection naturelle. Entendez par là la lutte pour la vie. C'est la struggle for life. Vous avez effectivement des espèces animales et végétales qui vont se battre, soit au sein de l'espèce, soit entre espèces comme les chiens et les chèvres tout à l'heure, pour avoir chacun ou chacune son territoire. C'est la lutte pour la vie. L'éternel problème, c'est que quand on va balancer ça au sein de tout le monde, vous allez voir qu'il y a des adaptations sociales intolérables qui vont faire jour. Alors, deux problèmes se présentent lorsque Darwin sort sa théorie. D'abord, on en a tiré un résumé qui est complètement faux, qui dit que l'homme descend du singe. Darwin n'a jamais dit que l'homme descendait du singe. Il a dit que l'homme et le singe avaient éventuellement une origine commune, puisque les espèces évoluent, mais au grand jamais, il a dit que l'homme descendait du singe. Donc, les espèces de broderies qui ont été faites autour, dans les salons bien pensants de l'Angleterre victorienne, eh bien, tournent autour de rien sur le plan intellectuel. Et puis, bien sûr, on va reprocher à Darwin beaucoup de choses. Et, si ça veut bien passer, notamment d'avoir pris référence auprès de Malthus. Malthus avait écrit au fin du XVIIIe siècle sa théorie sur, en fait, les populations. Et Malthus avait dit qu'il y a un facteur très important, et qui est indiscutable aussi. C'est que le nombre d'individus, humains, animal, végétal, ce qu'on veut, la croissance se fait au niveau géométrique. 1, 2, 4, 8, 16, etc. Alors que les ressources ne grandissent qu'en projection arithmétique. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, au total, on va manquer de ressources. C'est évident. C'est évident, encore qu'il y aura des contrôles, justement, des naissances, etc., qui vont faire qu'à
a priori, le manque de ressources, c'est un frein à l'évolution spectaculaire des espèces. Alors, il est vrai que Darwin a trempé dans Malthus et il s'est inspiré de cela, mais le problème, c'est qu'il n'a pas du tout suivi le malthusianisme social qui fait partie de l'œuvre de Malthus. Malthus dit bien qu'il faut éliminer les pauvres. On s'en fout des pauvres. Les pauvres, ils sont mal conditionnés, ils n'ont pas le droit à la survie puisqu'ils sont pauvres. Ils mangent mal, ils sont malades, ils sont chétifs, ils sont... Donc, exterminons-le. En tous les cas, on ne s'en occupe guère, quoi. Et puis, la nature fera ce qu'elle a à faire. Hein. Donc, Darwin ne l'a pas suivi. Donc, la question, Darwin est-il malthusien? Si Malthus a proposé sa théorie à l'être humain, jamais Darwin n'a parlé de l'homme. Et je voudrais insister sur le fait que ceux qui ont eu le courage de lire L'origine des espèces, qui n'est pas le bouquin le plus simple à lire de Darwin, il y a beaucoup de botanique là-dedans, avec des noms qui ne sont pas toujours faciles, mais jamais, au grand jamais, il ne parle de l'évolution humaine dans L'origine des espèces. Donc tous ceux qui vous disent, parce qu'il y a un snobisme de salon, ou de trottoir, peu importe, mais tous ceux qui vous disent, oui, L'origine des espèces, c'est scandaleux, demandez-leur à quelle page il a parlé de l'homme. Il ébauche à la fin de la dernière édition qu'un jour se posera la question de l'homme. Mais jamais, dans L'origine des espèces, il ne parle de l'évolution de l'humain. Autrement dit, le malthusianisme utilisé par Darwin n'intéresse que les plantes et les animaux, mais absolument pas l'homme. Donc ça, c'est important. Deuxièmement, il n'y a pas de déterminisme. Nous ne sommes sur Terre que pour rien. Par pur hasard, un jour, un spermatozoïde a rencontré un ovule et puis nous voilà, mais ça aurait pu être les quelques millions qui nous accompagnaient ou qui accompagnaient le spermatozoïde, et puis on est là. Puis on est là et éventuellement, nous, on va faire coïncider notre spermatozoïde avec une gamète, puis nos enfants sont là. Ils n'ont rien demandé. Et puis on est là pour rien. L'existence n'a aucun but. Parce que s'il y avait un but, il y aurait un créateur. Or, il n'y a pas de créateur. Il n'y a pas de créateur, donc il n'y a pas de but. Il n'y a pas de déterminisme. Donc, à partir de ça, on peut dire que la sélection est aveugle, sans but. Le grand architecte de l'univers s'écroule. Donc, l'origine ne traite pas de l'homme, c'est la première partie. Elle confirme tout ce qu'on a vu, variation et spéciation, ça c'est important. Et puis, à partir de ça, il faut quand même qu'un jour, on comprenne ce qui va se passer pour l'homme. Parce que pour l'instant, on n'a parlé que des plantes et des animaux, et que de remue-ménage pourtant. Malheureusement, Darwin va mettre beaucoup de temps. Il est lent à écrire. C'est marrant, Karl Marx, c'est pareil. Karl Marx, il a écrit son gros bouquin, je ne parle pas du manifeste du Parti communiste, mais son gros bouquin Das Kapital, il a écrit contraint et forcé, il n'a même pas fini. C'est Engels qui l'a fini. Darwin, c'est pareil. Donc ils ont des gros cerveaux, mais n'arrivent pas à s'exprimer, ou ils sont timides, ou ils sont perfectionnistes. L'un et l'autre, c'est marrant, des convergences comme ça. Toujours est-il qu'il a peur du clergé, il a peur des conservateurs, il a peur de la reine d'Angleterre, il a peur du candidaton, il a peur de sa femme, à mon avis aussi. Et finalement, il va attendre. Et il va avoir 13 ans de silence anthropologique. Donc pendant 13 ans, il ne dit rien sur l'homme. Alors pendant ce temps-là, autour de lui, qu'est-ce qui se passe? On parle beaucoup de lui. Alors pas tellement la reine Victoria, je dis, ne l'a pas anobli. Je pense qu'il était trop anti-chrétien pour cela. Et Victoria, c'était une reine extrêmement aimée, dit-on. C'était une reine d'abord. On ne peut pas aimer une reine, c'est un dictateur. Donc, cette femme-là, qui a accompagné l'Angleterre pendant l'essor du capitalisme, est devenue impératrice des Indes. Donc, toujours plus haut, toujours plus fort, on dit oui, mais elle a permis aussi la création des chambres de réflexion, Sénat et Assemblée nationale, en transposant ça en Angleterre, où il n'avait pas la parole. C'était la reine-mère, 64 ans de règne, elle est en train d'être battue par Elisabeth II, mais 64 ans à supporter un engin pareil qui règne sur le monde absolu. Du Canada jusque pratiquement en Extrême-Orient, elle est partout.
Les Indes sont anglaises, tout est anglais, l'Australie aussi. Le pire, c'est lui, Herbert Spencer, qui est un philosophe, ingénieur, et qui va avoir une grande audience, qui va publier à fond dans le monde entier, de façon spectaculaire pour cette époque-là. Et Herbert Spencer va mettre en place ce qu'on appellera plus tard, et c'est Gautier qui est un anarchiste français, qui, fin du XVIIIe siècle, prononcera le mot de darwinisme social. Et le coup de couteau qu'on a mis dans le dos de Darwin, c'est d'ajouter social au darwinisme. Ça n'a rien à voir. Herbert Spencer va faire un peu comme le fait la doctrine sociale de l'Église, dont je vous recommande la lecture. La doctrine sociale de l'Église va faire comparer, en fait, la population à un organisme. Dans un organisme, il y a des membres, il y a un estomac, il y a un cerveau. Et puis les membres vont travailler pour l'estomac, qui va travailler pour le cerveau, et il y a une hiérarchie. Et si vous faites une hiérarchie, ben c'est foutu. C'est foutu, c'est la place des inégalités, etc. Et Spencer, qui pourtant était contre l'État, qui était un évolutionniste, il était lamarckiste, mais il était plein de paradoxes, il était lamarckiste et il va faire du darwinisme social. Le problème est que darwinisme et social, c'est un oxymore. Ça n'existe pas. Et ça ne peut pas exister. Alors qu'est-ce que le darwinisme social? Eh bien en fait, là encore, c'est qu'il y a les riches, les beaux, en bonne santé, et puis il y a tout le reste du monde, et que le reste du monde n'a aucun intérêt. Et donc on va torpiller au nom de la théorie de l'évolution, on va confondre la sélection naturelle avec la sélection sociétale, qui n'a pas changé, qui est toujours la différence entre ce qu'on gagne. J'écoutais la radio ce matin et j'entends qu'il y a un gars qui a 122 milliards ou je ne sais plus, un autre 82. On ne sait même pas ce que c'est. 1 milliard d'euros, on ne sait même pas ce que c'est. On ne sait pas. Si on nous fout ça sur notre bureau, on dit c'est quoi tout ça, rangez-moi ça. Ça ne sert à rien en plus. Ça rend les gens comme ils sont, c'est-à-dire nuls et égoïstes. Donc Spencer, c'était ça. Il y a pire que Spencer, il y a Galton. Galton qui a fait naître l'eugénisme. On est toujours dans le darwinisme social. Et l'eugénisme, lui, était intéressé par les écrits de son cousin, car c'est le cousin de Darwin. Et il dit, c'est très bien, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'écrit Darwin, c'est-à-dire que comme les autres, il n'a rien compris, quoi. Là, je vous présente quand même des cerveaux qui sont extrêmement faiblards, mais qui sont les plus représentatifs de l'Angleterre du 19e. Il est subjugué par ce qu'a écrit son cousin, et lui, il pense que le génie est héréditaire. Alors là, il faut quand même en tenir une couche, quoi. Et comme le génie est héréditaire, on va marier les génies entre eux. Puis les autres, qui se débrouillent, ils se marient ou ils ne se marient pas, de toute façon, ne vont pas vivre longtemps, puisqu'on va petit à petit leur faire la peau. Autrement dit, Spencer dit, laissez donc la société évoluer, et certains involuer dedans. Et puis, le père de l'eugénisme, Galton, dit, mais non seulement on ne va pas les laisser évoluer, mais on va ratiboiser ceux qui n'ont pas le mérite d'être survivants dans une société noble anglaise et bien sûr bien pensante. Alors, juste un petit bémol, mais allez de temps en temps lire quand même les gens qui ont laissé leur nom à la plupart des rues dans les différentes villes, hein, Paul Bert, Jules Ferry, qui sont très connus, sont des colonialistes, hein. C'est-à-dire qu'il faut remettre les hommes dans leur temps. Jules Ferry, qui est quand même le papa de notre école, etc., de temps en temps, il vaut mieux tourner la page rapidement et se souvenir de ce qu'il a fait ou de la rue qu'on aime bien. Arthur de Gobineau, sur lequel quand même le Troisième Reich a copié pour faire le Tiergartenstraßen Nummer 4, c'est-à-dire l'extermination des Juifs et surtout des infirmes et des enfants qui étaient différents. Et le seul qui probablement y résistait à l'époque, c'est Clémenceau, qui, lui, dans ses écrits, on ne retrouve pas de trucs comme ça. Mais juste pour vous dire que, quand même, il y a des gens qui pensent mal. Alors, évidemment, ils se reproduisent, hein, et je ne prononcerai même pas le nom de l'un de ces cocos-là, parce que ça ne mérite pas, quoi. Et alors, là, c'est quand même amusant. Le mari de la reine d'Angleterre, c'est sa seule fonction, hein, le prince Philippe. On ne sait pas à quoi il sert en dehors de ça. Vous voyez bien ce qu'il dit. Si je pouvais être réincarné, je voudrais revenir comme un virus mortel afin d'aider à résoudre la surpopulation.
Sympa. À mon avis, le virus, il ne sera pas à Buckingham. Hein. Il va le mettre ailleurs. Hein. Et puis Cousteau, alors que tout le monde aime bien, ce marin avec son chapeau rouge, il est mignon. Cousteau, c'est vrai, il fait des beaux films, etc. Il dit qu'il faut tuer 350 000 personnes par jour pour qu'on ait enfin la paix. Là non plus, il ne va pas tuer les marins. Hein. Enfin, en tous les cas, pas ceux de son bateau. Puis dès qu'il a fini de dire ça, il se trouve une pépette de 30 ans de moins que lui et lui fait un petit. Celui-là, il aurait pu ne pas le faire, quoi. Donc, il faut se méfier hein, des sirènes. Darwin et Marx, mais Marx n'a pas compris Darwin non plus. Il n'a pas compris puisqu'il a dit à Engels, c'est donc dans ce livre que se trouve le fondement historico-naturel de notre conception. Pas du tout. Pas du tout. La lutte des classes, c'est une adaptation d'un darwinisme social. C'est pas du tout ce que dit Darwin. Darwin, c'est un biologiste. Et il ne va pas travailler sur la lutte des classes. Donc on a essayé de détourner, là encore, Darwin. Et il dit notamment dans un passage de ses lettres à Engels, il dit que Darwin applique aussi Malthus aux plantes et aux animaux. Mais non, c'est pas aussi, c'est uniquement aux plantes et aux animaux. Et pas du tout à l'homme. Vous voyez que un petit désaccord comme ça sur un petit mot dans une phrase et vous changez l'histoire, quoi. Donc Marx n'a rien compris à ça. Hein. Donc en fait, Darwin n'a jamais dit que l'homme descendait du singe. Mais c'est sûr, hein, vous pouvez le lire en tous les sens. Moi j'ai tout lu ce qu'il a écrit, jamais il a dit ça. On prend dans Darwin ce qui intéresse, c'est-à-dire la lutte des classes, la sélection naturelle, etc. On lui fait dire le contraire de sa pensée. Il faut toujours se méfier quand on ajoute un adjectif à quelque chose, hein, comme social, socialisme, national-socialisme, sociodémocratie. Le socialisme, on sait ce que c'est. Dès qu'on ajoute un adjectif, on est perdu. Enfin, c'est mon avis. Et c'est pareil en science. Hein. Donc, l'épithétisation des mots, c'est pas une très bonne chose. Et puis tout le monde va au supermarché des sciences, les sciences sociales, les sciences politiques, l'économie et bien sûr les églises. Alors c'est amusant parce que j'ai marqué en bas, si l'homme descend du singe, il ne peut être anglais. Il y a la fierté de l'Angleterre du 19e. Je vous rappelle que l'Angleterre, c'est le monde entier hein, à l'époque. Quand même, on a trouvé l'homme de Néandertal il y a peu de temps en Allemagne. Quelle horreur! Mais Néandertal, pas très beau. Il est quand même très humain, mais il n'est pas très beau. Donc on va trouver mieux. Et il y a eu un petit malin. Je veux dire, j'aurais bien aimé être à la source de ce bazar-là, parce que ça, c'est extraordinaire. Lisez ça, l'aventure de l'homme de Piltdown. Eh bien, en Angleterre, on trouve, or c'est au début du XXe siècle, on trouve un crâne humain avec une mandibule de singe. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris, parce que en aucun cas le cerveau ne peut se développer tant que la mâchoire est aussi développée. C'est pas possible. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et donc très longtemps, ça a duré jusque dans les années 50, on a cru que l'homme de Piltdown c'était le vrai ancêtre et que le vrai ancêtre était britannique. C'est-à-dire déjà avec un gros cerveau, anglais, sans accent, et puis en dessous, bon, une tête un petit peu de singe, mais le gros cerveau. Donc on était sauvés. Il paraît, sauvé des mauvaises langues, que Teilhard de Chardin, paléoanthropologue, était dans le coup. Mais il paraît. Le seul qui aurait pu défendre, les autres sont descendus, Darwin, c'est Kropotkin, anarchiste russe. Kropotkin qui s'est un peu brassé avec celui qu'on a appelé le bulldog de Darwin, parce que il disait que l'entraide était le facteur, je vous conseille cette lecture, c'est facile à lire, l'entraide de Kropotkin, c'est le facteur qui permet le développement des différentes espèces, l'entraide. Et Kropotkin disait que probablement dans l'espèce humaine c'est pareil, et Darwin, on va le voir tout à l'heure, pensait la même chose, quoi. Que le facteur déclenchant la vie sociétale, c'est l'entraide. Alors évidemment, autour de Darwin, on a dit mais non, Kropotkin, il décrit l'entraide chez les animaux, mais les animaux, ils ne s'entraident pas, en général, ils s'entretuent. À part que Kropotkin n'a travaillé que dans le froid sibérien, et là, les animaux, pour survivre, sont obligés de céder. Donc il faut remettre les travaux dans leur environnement, sinon ça n'a pas de sens. La science, ça rigole pas, quoi, hein, il faut être méthodique.
Donc, en 1871, enfin, parution de l'œuvre anthropologique de Darwin, qui n'a pas été lue, et qui s'appelle La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe. Alors, je vais passer rapidement dessus, mais c'est le bouquin fondamental. Si vous voulez passer des bonnes soirées, lisez plutôt celui-là que L'origine des espèces. L'origine, hein, c'est complexe, ça ne vous apportera rien de plus que sélection naturelle. Enfin, je vous interdis pas de le lire, mais c'est un peu chiant, quoi. Mais ça, la filiation, c'est la passion. C'est la passion, ça vous prend aux tripes et vous ne pouvez pas sortir de ce bouquin, quoi. Malheureusement, il n'a pas été lu parce que c'était Darwin, quoi. Et déjà, Spencer avait travaillé, Galton était là, etc. etc. Et puis, la filiation, en anglais, c'était « The Descent of Man ». Et ça a été traduit par « la descendance de l'homme ». Alors que c'est l'inverse, c'est la filiation de l'homme, c'est-à-dire d'où vient l'homme. C'est l'origine de l'homme et non pas sa descendance. Bref, ça partait mal, d'ailleurs ça s'est mal terminé puisque très peu ont lu ce bouquin. Et tout y est. Quel est le jeu? Il va comparer en fait les formes anatomiques et rechercher des convergences morphologiques entre les espèces différentes. Et quand vous voyez aligner tous ces carpes, ces métacarpes, les doigts, vous voyez qu'il y a quand même des convergences très importantes. D'où l'idée que tout le monde a la même origine de départ. Vous savez que ça a été vérifié depuis, maintenant ça s'appelle Lucas, hein, le premier ancêtre commun cellulaire. Ça fait partie maintenant des savoirs non discutables, et il l'avait déjà remarqué. De la même façon, il a été marqué par les travaux des embryologistes. Et effectivement, un embryon de cheval, un embryon de chien, un embryon d'homme, il y a des convergences, quoi. Jusqu'à la phase terminale, on ne sait pas trop à quelle bête on a affaire. Il a insisté sur les organes rudimentaires. À un moment donné, on a eu une queue, puis la queue a régressé. Elle a régressé, c'est un coccyx, mais notre coccyx, on ne peut pas faire bouger le coccyx de droite à gauche. Si vous demande de bouger votre coccyx de droite à gauche, mais on n'est pas équipé pour. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas de queue, et donc ça ne sert à rien de battre un coccyx qui ne sert à rien, sauf si on en a une comme la jeune fille, mais je pense que c'est un magnifique montage, ça n'existe pas. Et puis il y a des organes qui persistent et signent, si je puis dire, l'appendice idéocécal, qui était probablement une poche qui aidait à digérer les ruminants, puis avec un régime omnivore, il s'est réduit, il est devenu un réservoir lymphatique important. Et puis toujours dans les travaux, il a décrit le tubercule de Darwin de l'oreille qu'on a tous ici sur le bord de l'hélix, vous regarderez dans la glace ce soir, et qui probablement prouve qu'on a eu des ascendants qui avaient des oreilles pointues et mobiles. Certains peuvent faire bouger leurs oreilles, ça dépend des possiers du crâne, mais nos oreilles ont bougé indiscutablement. Les chiens font tourner leurs oreilles pour capter mieux les sons. Nous, c'est un petit peu devenu différent. Et puis il y a cette formidable évolution des os mandibulaires, des os masticateurs. Vous voyez ce serpent qui avale une bête beaucoup plus grosse que lui, c'est comme si on avalait un bœuf, mais on n'est pas équipé pour. Pourquoi on n'est pas équipé pour? Mais parce que notre appareil manducateur a régressé. Et pourquoi il a régressé? Mais parce qu'on s'est mis debout. Et pourquoi on s'est mis debout? On ne sait pas trop. En tous les cas, ça libérait nos mains. Et libérant nos mains, on n'est pas obligé de croquer la viande, on va la déchirer avec les doigts, et donc la bouche va se rétrécir, la mandibule va se rétrécir, et les os qui formaient le ptérygo palato, carré, angulaire, maxillaire, etc., vont disparaître, ou vont, la nature a horreur du vide, vont s'inclure dans l'oreille moyenne et devenir des amplificateurs des osselets de l'oreille moyenne, Malleus, incus, stapes, l'enclume, le marteau, l'étrier. D'accord? C'était des pièces manducatrices que les reptiles avaient. Donc, même origine, mais transformation. Donc on est toujours dans variation, variabilité, sélection, sélectionnabilité. Tout ceci est vérifiable. Les maladies sont les mêmes. Enfin, en tous les cas, il y a des convergences là encore. La cicatrisation, un processus physiologique, c'est la même. Si votre chien se blesse, les processus vont être les mêmes. Donc, on a tous des caractères communs. Et puis, développement cérébral, notre caractéristique, je l'ai dit, on se met debout, la main se libère, la mandibule se rétrécit. Et comme la mandibule se rétrécit et que les muscles se rétrécissent, il y a une désertion des muscles de ce qu'on appelle le vertex, c'est-à-dire le haut du crâne, et le cerveau va enfin pouvoir pousser. Sinon, le cerveau est impossible, comme cette bâche mise sur le foin en bas à gauche, le foin ne peut pas, si vous voulez recharger en foin, c'est pas possible. Mais si vous ouvrez la bâche, oui, vous pouvez mettre du foin. Le cerveau, c'est pareil. En fait, le crâne ne prend sa forme que parce que le cerveau le pousse. Si vous étiez anencéphale, vous n'avez pas de crâne. L'affaire est réglée.
Les bébés qui naissent ou qui naissaient anencéphales n'ont pas de crâne. Et comme la mère se retire, ou comme une fleur éclot, eh bien, les muscles vont partir du vertex et enfin laisser libre la poussée cérébrale. C'est ce que mon ami Sacca, dont le fils est neurochirurgien ici à Poitiers, Michel Sacca, grand paléoanthropologue qui est disparu il y a quelques années maintenant, a appelé l'émergence cervicocéphalique, et il avait absolument raison. Alors je voudrais taper un coup fort contre cette dame, Anne d'Ambricourt, paléo-anthropologue, avec laquelle j'aimerais discuter, mais je crois 3 minutes, et qui dit que, en fait, tout ça c'est de la gnognotte, et que ce qui compte, c'est qu'au milieu du crâne, dans un os qu'on appelle le sphénoïde, j'aimerais bien que Madame d'Ambricourt m'explique l'embryologie du sphénoïde. Moi, je suis neuroanatomiste, donc je peux dessiner l'embryologie du sphénoïde à la craie au tableau. Elle, je ne pense pas qu'elle ait compris. Elle pense que Dieu est au milieu. Enfin, elle ne l'appelle pas Dieu. Il y a quelque chose, une force dans le sphénoïde qui va plier le sphénoïde, la base du crâne, et ainsi permettre l'extension cérébrale. Et elle a été taisée, et elle est reconnue par certains pères paléo-anthropologues, quoi. Où va-t-on? Il faut les arrêter, ces gens-là. Il faut les arrêter parce que non seulement ils ne disent pas la vérité scientifique, mais en plus, ils n'osent même pas dire que c'est Dieu qui est dans le sphénoïde. Écoutez, depuis le temps que je dissèque des sphénoïdes, s'il y était, je l'aurais vu. Alors, les cerveaux et comportements, je m'étais proposé de faire éventuellement cette conférence aujourd'hui, mais peut-être je reviendrai un jour, je ne sais pas. Cerveau et comportement, ça aussi c'est un héritage. MacLean a dit en 1971 à Bethesda, là où il a monté son labo, qu'il y avait en nous un cerveau reptilien, puis paléomammalien, puis néomammalien. Le cerveau reptilien, c'est le cerveau le plus ancien, les noyaux gris centraux, thalamus, notamment les corps striés, et qu'avec ça, on avait un comportement stéréotypé. Par exemple, les plus reptiliens d'entre nous sont les militaires, hein, c'est-à-dire on s'incline, celui qui a 2 barrettes s'incline devant celui qui en a 3, qui s'incline devant celui qui en a 4. Donc c'est la pyramide, enfin, il y a un cerveau cubique, quoi. Enfin, vous voyez, un truc qui marche comme ça, à la terreur, à la frayeur. Et puis par ailleurs, c'est rassurant, c'est la routine. On fait, mais on l'utilise tous les jours. La routine, c'est ce qui nous permet de faire plein de trucs sans y penser. Marcher, faire du vélo, passer toujours par la même rue, etc., etc. Cet héritage-là, il existe. Et puis, on le voit très bien, notamment ici, regardez cette convergence entre les reptiles, quoi, hein, les soldats du Troisième Reich et les dragons de Komodo, même combat. Ça, c'est plus rassurant. Voilà le début de l'altruisme. Le cerveau paléomammalien, le cortex limbique avec son système de mémoire, l'hippocampo-mamilo-thalamo-singulo-cortical, le circuit que Papez avait décrit. Et ce circuit merveilleux va enfin, par le faisceau mamilo-thalamique de Vic Dazir, nous faire prendre conscience d'autrui, à commencer par les enfants, mais il n'y a pas que ça. Puis, pour coiffer tout ce beau monde, au-dessus, le néocortex, ce nouveau cortex qui a fait le moteur à explosion, mais qui a fait aussi le char pour détruire. Et donc, il faut mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Nous verrons tout à l'heure comment les dames y arrivent. Alors, il a aussi travaillé, Darwin, sur un merveilleux bouquin qui se lit, alors là, en une soirée, l'expression des émotions chez l'homme et les animaux, 1 soirée et demie à peu près, et qui est assez bidonnant, parce qu'il y a des convergences là aussi, pas de commentaires. Et voici l'arrivée de l'homme qui a tout compris. Monsieur Patrick Thor. Alors lui, c'est des nuits que j'aimerais passer avec lui, enfin je m'entends, à discuter, quoi. Patrick Thor est le darwiniste et c'est lui qui a formé l'école des admirateurs de Darwin. Il connaît tout sur Darwin, c'est un type d'une intelligence absolument exceptionnelle. Allez sur le net, allez l'écouter, vous allez être bouleversés. Et lui a dit que, mais c'est un truc très important, il y avait un effet réversif, c'est-à-dire que la sélection naturelle qui s'adressait aux plantes et aux animaux ne subsiste chez l'homme que par la sélection des instincts sociaux. Instincts sociaux qui vont se développer et qui vont être retenus. C'est-à-dire que les plus sociaux d'entre nous ont permis à la société humaine, en fait, de remplacer la nature par l'éducation. Et que notre morale va être éducative, notre souci est de transmettre, éventuellement de donner l'exemple. Évidemment, tout le monde n'est pas beau ni gentil, mais c'est ça l'évolution. Et il dit que la sélection naturelle va donc, en sélectionnant les instincts sociaux, évidemment,
inhiber la sélection naturelle qui, rappelons-le, extermine les faibles. Or, notre but est d'aider ceux qui sont différents et inférieurs. On va s'occuper des handicapés, on va s'occuper des plus faibles, des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, etc., etc. On va prêter la main à ses amis qui sont dans la détresse. C'est ça l'évolution humaine, c'est ça le darwinisme à l'échelle humaine. Et Patrick Thor l'a baptisé l'effet réversif, comme il avait raison. Donc pour résumer, la filiation, on va passer vite, c'est la dialectique biologique sociale. On est passé d'un système biologique à un système social. Dans la deuxième partie, et c'est très marrant, j'ai mis qu'une diapo là-dessus parce qu'il faut aller vite, la filiation liée au sexe. Bah, vous allez dire de toute façon la filiation est liée au sexe, oui mais pas que. La sélection naturelle, et on retourne un peu chez l'animal, n'est pas que la sélection liée au sexe. Liée au sexe, ça concerne les mâles essentiellement. Les mâles qui sont plus ou moins beaux, plus ou moins costauds et plus ou moins attirants pour la femelle. Et vous voyez que ces mâles vont, comme le paon là-haut, prendre des atours extraordinaires pour lui montrer qu'il est le plus beau de la région. Cela dit, pendant qu'il fait ça, il peut se faire bouffer par n'importe quel prédateur. C'est-à-dire qu'en faisant la parade nuptiale, les mâles s'exposent. Je vous le dis comme ça, donc faites la parade, mais discretos, quoi. Et effectivement, on va voir des atouts importants, mais in fine, qu'est-ce qui se passe? C'est marqué en bas à gauche. Qu'est-ce qui intéresse nos femelles à nous? Ça dépend de l'âge, quoi. Ça dépend de l'âge, mais si on peut allier les deux, c'est quand même pas mal. Non, je débloque complètement, mais ce sont des éléments auxquels il ne faut pas se laisser prendre, parce que ça peut arriver, ça aussi. Parce qu'à droite, là, c'est fugace, ça ne dure pas longtemps, et puis à gauche, ça peut ne pas durer longtemps aussi. Donc, mais sur ces atouts, les femmes, in fine, vont choisir le mâle. Et on revient sérieusement dans l'espèce animale, c'est madame qui décide de qui elle choisit pour transmettre les gènes. Donc bien avant Aragon, Darwin avait dit « la femme est l'avenir de l'homme ». C'est indiscutable. Alors, juste un petit mot, est-ce qu'il existe un darwinisme de la morale? Oui, il est certain que si l'homme a eu ce comportement d'entraide, en tous les cas, il l'a de façon majoritaire, c'est parce qu'il est faible au départ et que c'est la société qui fait ce que nous sommes. Juste un mot, je ne peux pas ignorer Stephen Jay Gould, trop tôt disparu, qui est aussi un grand darwiniste, même s'il n'est pas tout à fait d'accord avec la graduation, il est pour les équilibres ponctués, etc., donc des sauts dans l'évolution, peu importe, mais c'est un monsieur qui a apporté énormément à la compréhension du darwinisme. Le problème, c'est ça. Alors j'en ai cité quelques-uns, Reagan, qui disait « enseigner le récit biblique de la création ». C'est ce qui se passe dans les écoles et les universités américaines. Bush, en 2005, il faut enseigner les différentes écoles de pensée, donc le créationnisme et l'évolution. Mais le créationnisme, c'est-à-dire que dans nos lycées et nos collèges qui sont athées, par définition, c'est-à-dire respectueux de la liberté d'exercice du culte, eh bien, on doit enseigner le culte. Donc ça, c'est non. Le Discovery Institute, évidemment, compréhension tennistique, eux, ils disent que c'est même pas la peine de parler de matérialisme. Et puis, encore ma copine, d'Ambricourt-Malassé, la pression interne avec l'homme dans les os du crâne. L'intelligent design, le dessin intelligent qui déferle des USA vers l'Europe, mais avec des pays qui deviennent extrêmement dangereux, comme la Pologne, comme la Hongrie, comme le Portugal, comme l'Espagne, comme la France, etc., etc. Et il faut être sur nos gardes. Les créationnistes s'emparent des cerveaux de nos enfants. Ça va être la débâcle. Une des plus belles ordures que le monde puisse porter, c'est M. Haroun Yahya. Il est scientifique comme je suis champion du monde de lancement du poids, par exemple. Hein, vous voyez un peu. Donc cet homme-là est dangereux. Lui, il utilise le Coran et il a suffisamment d'argent pour faire sa propagande avec des grands panneaux publicitaires sur les Champs-Élysées. Il a fait des milliers de reproductions de son unique livre que je ne me suis même pas donné la peine de lire. On verra plus tard quand je serai vieux. Plus tard. Enfin, beaucoup plus. Ou quand je serai gâteux, quoi. Enfin, on verra. Mais toujours est-il que c'est une imposture, quoi. Imposture intellectuelle avec pour base le Coran.
Et puis tout cela, là, tout cela qui viennent. Alors, on va pas parler de tout. Bon, alors, le pape, oui, Benoît XVI, mais le nouveau est pareil. Il fait sympa comme ça, mais ils sont tous pareils. Nous ne sommes pas le produit accidentel et dépourvu de sens, parce que ces garçons-là ont lu quand même, hein, de l'évolution. Autrement dit, Darwin, on s'en fout. Chacun de nous est d'abord le fruit d'une pensée de Dieu. Non, mais attendez. Restons sérieux un peu, quoi. Parce que l'affaire est quand même délicate. Et puis, Hurluberlu à droite, il vient de trouver l'arche de Noé en Turquie. Alors, bon courage, parce que bon courage pour aller la rechercher. Alors ça, c'est important. Hier soir, j'ai écouté une émission à la télé et j'ai vu qu'il y a un groupe qui s'appelle les survivants, c'est-à-dire ceux qui devaient être passés à la trappe par l'IVG puis qui ne l'ont pas été. Et puis, il y a les objecteurs de conscience. Je ne savais pas qu'il y en avait autant. 70% des médecins sont objecteurs de conscience, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas pratiquer l'IVG. Mais il y a une loi. Et la loi, c'est la loi. Et cette loi, on s'est battu pour l'obtenir. Et les femmes qui en ont bénéficié ont remplacé celles que, quand j'étais jeune interne en chirurgie, je commençais mes gardes par faire 3 curetages. 3 curetages chez des jeunes filles dont la vie était bousillée parce qu'on les traitait de tous les noms, parce qu'elles avaient osé faire l'amour et que, manque de chance, elles ont uni leurs gamètes, quoi, pendant ce temps-là. Et ces filles-là avaient une vie détruite. Alors pour pas se détruire la vie, ben, elles se détruisaient toutes seules à coups d'aiguilles à tricoter. J'ai vu ça, j'ai vu des péritonites. Il y en a marre de ce truc-là. Donc, d'accord, on prend ses précautions, d'accord, mais quand ça arrive, et après un viol, on discute de l'avortement après un viol. Celui qui ferait ça à une de mes filles passerait un sale quart d'heure au laboratoire d'anatomie, avec moi, et en tête-à-tête. Je veux dire que il faut arrêter tout ça. Bon, alors après, chacun exerce sa religion comme il veut, mais sur la recherche embryonnaire actuellement, mais on attend en médecine des trucs absolument fabuleux. Et voilà que l'Église nous met des bâtons dans les roues en considérant que l'embryon est un être humain. Donc il faut que les législateurs, que les politiques, pour une fois ils seront utiles, nous disent quel est le statut de l'embryon. Et après qu'ils nous foutent la paix, qu'on puisse travailler sur les embryons. C'est important, il faut simplement parler d'un statut. À partir de quand est-ce que, en enlevant un cheveu, le type est chauve? À partir de quels cheveux? C'est pareil, hein, ce sont les paradoxes. Donc, qui nous foutent la paix et qui laissent les sciences aux scientifiques. Alors maintenant, et je vais finir assez rapidement, on a vu comment se passait l'évolution. Voilà que l'homme veut prendre son évolution en main. Alors ça pourrait être rassurant, à part que, ce faisant, l'homme a déjà créé Dieu, et voilà qu'il se prend pour sa créature. On est mal barré. Alors, le transhumanisme, le post-humanisme, qu'est-ce que c'est? Le transhumanisme existe. Trans, ça veut dire au travers, ça veut dire pendant une durée, c'est-à-dire qu'on est humain, mais on est en train probablement d'évoluer, donc il y a un transhumanisme. C'est vrai que les choses bougent, les choses changent un peu, sur le plan médical notamment, sur le plan thérapeutique global, sur le plan chirurgical, sur le plan de la santé, sur le plan des maladies, du diagnostic prénatal, etc., etc. Il y a une évolution. Vous pétez le col du fémur quand vous avez plus de 60 ans, on vous met une prothèse de hanche. Après, c'est le genou qui va mal, on vous fout une prothèse de genou. Après, on vous met des trucs, des implants pour que vous entendiez mieux, pour que vous voyez mieux. Tout ça, c'est du transhumanisme. Donc, ça existe. Le problème, c'est que l'utilisation du terme est trompeur. Si le transhumanisme, c'est la réparation, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire que si c'est pour vivre plus longtemps et mieux, bah, qui est contre ici? Bah, personne. Vous allez tous être centenaires, voire aller jusqu'à 150 ans. Vous êtes de plus en plus beau, hein, bon courage, et puis de plus en plus souple. Enfin, vous verrez, il y a un certain nombre de détails qui nous prouvent le contraire, mais admettons que... Mais tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, à part que la convergence NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et les neurosciences, sont tenues par des gens qui ne sont pas sympathiques du tout, qu'on appelle les GAFA. Les GAFA, c'est-à-dire en fait Silicon Valley, hein, Google, Apple, Amazon et Facebook, hein, pour ne parler que les grands. Et que parmi ces gens-là, les milliardaires de la Silicon Valley, il y a des fous. Il y a des fous qui se prennent pour Dieu et qui disent « mais attendez, nous, on va survivre et on va vous faire survivre. On va vous faire survivre avec les travaux sur le génome. » D'ailleurs, vous voyez, il y a 10 ans, le génome, c'était 3 milliards
de dollars. Et maintenant, vous pouvez en avoir à 100 dollars. Vous voyez, comme on est des démocrates. S'ils étaient démocrates, il y a longtemps qu'on le saurait. Et le génome qu'ils font à 100 balles, c'est un génome ridicule, avec lequel vous ne faites rien. Alors, le développement des nanotechnologies, c'est quoi? On va vous balancer un jour, par voie veineuse, un tas de petits robots qui vont aller boulotter les plaques d'athérome, qui vont tuer les quelques cellules tumorales qui commencent à grossir avant que la tumeur ne soit tumeur. Et puis, finalement, vous permettre de survivre comme ça longtemps, aller boucher un ulcère, aller déboucher une artère cérébrale, aller, que sais-je, hein, enlever les calculs de la vésicule, au cas où. Et sans qu'on s'en rende compte. Et ça va vous permettre de bien vieillir. Les biotechnologies, par exemple, si vous avez une maladie comme la mucoviscidose, on va aller avec des micro-ciseaux, vous boutiquez un gène et on va vous guérir. Alors tout ça, c'est utopique pour l'instant, mais on est près de le faire. Il y a une dame qui s'appelle Charpentier, qui a failli avoir le prix Nobel, elle est française, et elle a fait le CRISPR-Cas9, c'est-à-dire les ciseaux génétiques. Elle peut couper les gènes. C'est intéressant. Il y a l'informatique. L'informatique, il y a 30 ans, on ne savait pas ce que c'est. Maintenant, on en est envahi. Et ça permet de faire des calculs à une vitesse folle, de transmettre les infos de façon extraordinaire. Puis il y a le développement des neurosciences, où on connaît de plus en plus de choses. Moi, qui suis neuroanatomiste, ce que j'enseignais il y a 30 ans n'a plus rien à voir avec ce qu'on peut enseigner maintenant. Et c'est bien, tout ce beau monde évolue. Ça évolue tellement que, effectivement, l'information arrive avant que le fait soit fait. Il y a un truc qui m'a amusé en préparant cette con, c'est que Louis XVI disait le 14 juillet 1789 sur son petit bouquin de bord, aujourd'hui, rien de spécial, quoi. Bon, comme quoi, il ne devait pas avoir son téléphone sur lui. Alors, tout le monde est d'accord pour lutter contre la maladie, la vieillesse et la mort. La douleur, le vieillissement, tout ça, c'est un bon sens. On va passer de la chance, le hasard, comme on l'a dit tout à l'heure, à une forme de choix. Mais il faudra d'abord que ce choix soit également réparti. Regardez la nourriture et l'eau, par exemple, c'est déjà pas le cas. Parce que ceux qui ont peur du malthusianisme, ils ne se posent pas le problème que si des tribus africaines, entre autres, actuellement, meurent parce qu'elles n'ont pas d'eau, il suffirait de débloquer quelques milliards, tiens... Il y a des généreux donateurs, là, dont on a vu les visages hier à la télé, qui pourraient donner la moitié de leur fortune. Je peux vous dire que l'Afrique, là, du coup, ils auront chacun une piscine. Hein. On n'en est pas là. Alors, est-ce qu'on a des moyens à notre disposition? On a plein de moyens à notre disposition. Je vais prendre un exemple. La chirurgie, la neurochirurgie que j'ai connue quand j'étais interne en 1973. Mais on faisait une neurochirurgie qui est bestiale, qui était violente. On le faisait avec amour et tendresse parce que c'est tout ce qu'on savait faire. On ouvrait la moitié d'un crâne aux grands chirurgiens, les grandes incisions. Vous auriez vu l'état de nos patients le lendemain, mais on le faisait pour eux et avec conviction. Puis maintenant, eh bien, on vous balance des microsondes, vous rentrez le matin et puis le soir, vous êtes là, vous avez un anévrisme cérébral, on vous pique dans l'artère fémorale et le lendemain, vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner chez vous. Nous, c'était 15 jours de réa avec des séquelles qui n'étaient pas toujours très simples à traiter. Donc tout ça est important. Alors, quel est l'avenir? Sur le plan médical, la robotisation va nous permettre des prouesses micro-invasives. Et je ne prends que la chirurgie pour ne pas passer trop de temps. La médecine à 4 P va naître, hein, c'est-à-dire une participative, programmable, prédictive, préventive, c'est la meilleure des médecines qui soit. Le bémol, c'est qu'il y a toujours des fadas qui vont être tentés par l'eugénisme de Galton, en disant on est tellement beau à la Silicon Valley, on va se reproduire ensemble, et puis les uns les autres, le fils de Google avec la fille de Facebook, etc. Puis comme ça, on aura des enfants absolument superbes. Ils vont être déçus. Hein. On a bien compris que tout ça, c'était du bluff. Le clonage. Il y en a qui commencent à vouloir se faire cloner. Je trouve tellement beau, tellement bon que on va se faire cloner. Comme ça, si je meurs demain, vous me subirez encore parce que mon clone, il suffira de lui ouvrir la porte et mon clone sera moi. Et puis l'intelligence artificielle faible ou forte. Quand elle sera forte, ce dont rêvent les gars de la Silicon Valley, ça s'appelle la singularité. C'est les robots qui décident. Et ils décident entre eux, ils deviennent sensibles et puis ils nous exterminent parce que les robots... Alors on ne sait pas, tout ça c'est de la science-fiction, hein. On ne sait pas s'ils seront gentils avec nous, s'ils nous foutront une baigne quand on se tient mal. La petite robot là, du milieu en bas là, qui fait sympa, elle sait dire qu'un truc, je veux exterminer l'espèce humaine. Bon,
sympa. Sinon, elle est pas mal. En haut, j'ai mis Madame Calment, Jeanne Calment, vous voyez, à 3 étapes de sa vie. Juste après la prothèse de hanche, enfin l'exosquelette. Ça, ce sont 3 images de Madame Calment. C'est bien d'arriver à 120 ans, mais la pauvre femme, dans quel état elle a survécu? Donc, ce qui compte, c'est peut-être la qualité de vie plutôt que la durée de vie. Et ça, c'est important. Alors, à qui profite le crime? Regardez, j'ai même pas mis son nom, par décence. Ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s'améliorer. Alors, s'améliorer, c'est mettre des puces électroniques, et puis dehors, vous avez un scaphandre qui est vous. Alors, le corps, on s'en fout, quoi. Le matérialisme, c'est fini. Tout est dans l'esprit. On va vous prendre votre intelligence, vous la mettre sur une clé USB, je résume, et puis vous la mettre sur un ordinateur. Votre corps, il va vieillir, bon, malgré les nanos, etc. On va vous changer tout petit à petit avec des pièces plus ou moins belles, plus ou moins humanoïdes. Et puis finalement, un jour, quand vous aurez un corps de nouveau articulé, on va vous foutre votre intelligence dans votre corps. Intelligence augmentée, bien entendu, parce que ça ne suffirait pas autrement. Et ils disent, ceux qui décideront de rester humains, et refuseront de s'améliorer, ça s'appelle l'amélioration ou l'amélioration, en 2 mots, auront un sérieux handicap. Donc c'est le chef de Google qui dit ça. Ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur. Et alors, vous savez ce qu'ils vous disent, les chimpanzés? Alors évidemment, ce qu'il faudrait, c'est mettre de l'ordre dans tout ça. Je pense que la médecine prédictive, etc., ça ne se discute pas. La médecine réparatrice ne se discute pas non plus. L'amélioration des thérapeutiques avec une douleur moindre, tout ça ne se discute pas. Ce qui se discute, c'est la qualité de vie. Il suffit de regarder autour de nous pour dire qu'actuellement, il y a des gens qui habitent dans l'est de la Syrie et qui n'ont pas une qualité de vie exceptionnelle. Pendant ce temps-là, les camarades de l'ONU, dont je ne sais pas à quoi ils servent, comme disait Coluche, sont pour la énième fois en train de discuter autour d'une table pendant que on bombarde des gamins qui n'ont rien demandé, sinon à vivre tout simplement comme les nôtres. Alors toute augmentation est délétère, physique. Au bout d'un moment, si on vous met des prothèses et que ça va plus vite, il y a des champions qui diront « moi, je vais me faire amputer les 2 jambes pour courir comme Pistorius ». Et on n'en est pas loin, puisque ça fera pas mal de se faire couper les jambes. Après tout, s'ils veulent battre des records, sans jambes ou avec des jambes artificielles, s'ils courent plus vite, on ira avec cette amélioration, comme ils disent, dans des délires absolument comme ça. Et à la fin, si on vous donne aussi des pilules extraordinaires, que tout le monde va sauter ici 6,40 m dès demain matin 8 h à la perche, et puis les pros sauteront 12 mètres, etc., il faudra féliciter non pas l'athlète, mais le pharmacien, quoi, qui aura réussi à trouver la formule miracle. Donc, l'amélioration, c'est extra-neuronal, quoi. C'est pas concevable. La force de l'homme, on s'en souvient, c'est l'humanité. Et les post-humanistes, il faut les combattre. Il faut les combattre ici, maintenant. Les post-humanistes, c'est ceux qui veulent une amélioration. Ces hommes et ces femmes sont extrêmement dangereux. Mais si vous voyez les images de ces différents dictateurs qui nous entourent, ceux-là aussi sont dangereux et pourraient rendre caduque toute velléité de transformation de l'être humain pour l'avenir. Merci. On va parler, monsieur. On va parler. J'ai une question à propos de Lamarck et Darwin. Maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle l'épigénétique. Il semble qu'il y ait des choses qu'on peut transmettre à la génération future, je dirais par l'éducation au sens large. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, entre Lamarck et Darwin, le combat est réglé depuis longtemps. Je pense que Lamarck a eu le mérite d'appuyer sur le transformisme, mais sa théorie est fausse. Si les girafes font un long cou, c'est pas pour attraper les feuilles, c'est que seules celles qui ont un long cou peuvent attraper les feuilles. Ça, c'est du darwinisme. Donc, alors, quand vous parlez d'épigénétique, ça veut dire qu'un gène, isolément, n'a pas d'avenir ni de fonction. Et qu'un gène va se comporter de façon différente en fonction de ce qui l'entoure, ce qu'on appelle l'épigénèse, l'épigénétique.
Et c'est là que les bricoleurs de l'ADN se trompent, car si on modifie notamment les gènes, on ne modifiera pas fondamentalement le comportement si on ne modifie pas l'entourage en même temps de façon épigénétique. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Mais les gènes isolés, comme ça, et le bricolage génétique n'a pas d'avenir actuellement. Il faudra travailler sur l'épigénèse, mais l'épigénèse, c'est tout ce qui nous fait, nous entoure, nous fait utiliser nos gènes d'une certaine façon. C'est-à-dire que la génétique, ça n'est pas tout. Il y a aussi la culture. Merci. Il me semble qu'à un moment donné, vous avez parlé du chaînon manquant, c'est-à-dire cet ancêtre commun. J'ai cru que vous avez parlé de Lucas. Je ne sais pas, je suis peut-être la seule. Moi, je ne suis pas du tout au courant. Est-ce que vous pouvez développer un peu où a-t-il été trouvé? Qu'est-ce que c'est que ce Lucas? Merci. Oui, Lucas, c'est en fait un anagramme pour dire le last ancestor, quoi. La cellule la plus ancienne commune à tous les organismes vivant sur la Terre. Et ils l'ont baptisé Lucas parce que c'est simplement l'abréviation anglophone qui veut dire que nous naissons tous à partir de la même cellule originale. Et sur le plan biologique, c'est prouvé. C'est-à-dire dans la soupe chaude que Haldane avait décrite, il y avait un certain nombre d'éléments unicellulaires, puis qui ont proliféré, hein, comme le font les amibes, etc., hein, comme on l'a appris en sciences naturelles, et que tout ceci va petit à petit coloniser des océans, puis échanger, avoir des problèmes génétiques qui vont être sélectionnés et qui vont permettre, par des erreurs en fait de duplication génétique, de progresser. Car nous n'avançons que par des erreurs génétiques. C'est-à-dire que la sélection et les mutations ne sont que des erreurs de transposition, sans quoi il n'y aurait pas d'évolution possible. Donc Lucas, c'est le last ancestor commun, le plus vieux dénominateur commun de toutes les espèces, en particulier de la nôtre. C'est-à-dire qu'une paramécie actuellement et nous avons eu le même ancêtre commun. L'autre ancêtre commun ou chaînon manquant dont on parle tant, c'est la séparation entre la lignée des grands singes et la lignée de l'homme. Ça, c'est le chaînon manquant. Il y a des chaînons manquants partout. Alors, je crois qu'il ne faut pas trop s'apesantir là-dessus. Je ne sais pas si on trouvera ce chaînon manquant. Il y a certainement des comportements simiesques qui n'ont pas été très loin de nous. Il y a eu des tentatives avec les australopithèques, qui étaient des hominidés, avec l'Homo erectus, qui est un hominidé aussi, habilis avant lui, puis après il y a eu Néandertal qui a disparu il y a 30 000 ans à peu près, hein, c'est-à-dire absolument hier dans l'horloge du temps. Le chaînon manquant, entre Néandertal et nous, on a eu certainement une cohabitation et des échanges génétiques. Avant cela, est-ce qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à la fois à un singe et à l'homme? Vous savez, on va retomber dans le mystère de Piltdown. Ce qui nous intéresserait, c'est que nos ancêtres ne soient pas trop moches, quoi. Parce que c'est comme ça, on aime bien se regarder dans la glace. Mais qu'in fine, ce chaînon manquant, c'est une obsession médiatique. Sur le plan intellectuel, ça n'apportera rien de plus. Il y a bien eu un moment où, effectivement, on est plutôt au comportement simiesque, plutôt au comportement humain. Je crois que la grande différence, elle est dentaire. Et qu'à partir du moment où on trouvera notamment des dents qui commencent à s'égaliser, eh bien à ce moment-là, on dira celui-là est plutôt humain que... Mais c'est pas comme ça, quoi. Et puis, en paléoanthropologie, on se bat, hein, donc à Poitiers, comment s'appelle-t-il, Brunet a trouvé Toumaï. Moi, j'ai eu l'occasion de dîner un soir avec M. Brunet, et je lui ai dit, pourquoi êtes-vous allé en Afrique de l'Ouest? Et il m'a dit, oh là, vous savez, c'est compliqué. Je lui ai dit, oui, mais je peux comprendre. Il m'a dit, oh là, mais c'est compliqué. Donc, il a dû penser que je ne pourrais pas comprendre. Mais je pense que là-dessous, il y a des facteurs de chance, qu'il y a des facteurs financiers, il y a des organisations. En tous les cas, gloire à lui, hein, il a trouvé Toumaï. Et Toumaï, c'est une espèce de chaînon qui ne manque plus, quoi. Voilà. Mais il ne faut pas trop rêver du chaînon manquant. Par contre, l'origine cellulaire unique, tout le monde est prouvé, c'est un fait scientifique, c'est-à-dire que l'évolution existe.
Et on le sait que depuis le 19e siècle et depuis les travaux de 1871 de Darwin. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec justement, vous parliez du transhumanisme tout à l'heure, que l'espèce humaine en fait est toujours soumise à l'évolution aujourd'hui, avec toutes ces nouvelles technologies où finalement, comme vous disiez, on aide les plus faibles finalement, donc c'est plus vraiment ce qui se passe dans la nature. Donc est-ce que finalement les pressions de sélection sont toujours opérantes aujourd'hui chez l'espèce humaine? De toute façon, toutes les espèces évoluent. Puisqu'il n'y a pas de but, pas de finalité, il y a une évolution qui est une adaptation constante à ce qui nous entoure. À partir du moment où l'environnement changera, nous changerons nous aussi, parce que seuls les plus aptes finiront par s'adapter. Il y a quelques années, j'avais fait les Utopiales à Nantes, là où ont lieu les folles journées, tous les ans il y a les Utopiales. Et il y avait invité à ces Utopiales 7 ou 8 écrivains de science-fiction. Et moi j'étais le représentant de la science, enfin des neurosciences, quoi, pour mettre un peu d'ordre là-dedans. Évidemment, les questions qu'on posait, mais quelle sera la tête de l'homme du futur? Alors, tout le monde disait, bah, il va nous décrire un cerveau comme ça, et puis ben, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que l'homme évolue. Ce qu'on sait, c'est que la sélection de type darwinien, de type lutte, n'existe plus à l'échelle humaine. Hein, il l'a décrit chez les plantes et les animaux, et que notre sélection, jusqu'à maintenant, a été plutôt un facteur d'entraide. Hein, l'effet réversif, comme l'a bien dit Patrick Thor. Maintenant, l'évolution, elle sera un petit peu ce que l'homme veut en faire. On vit dans la peur actuelle, c'est-à-dire que l'évolution, c'est si le débile de la Corée du Nord ou l'autre débile des USA veulent balancer une bombe atomique, ça, on ne va pas évoluer longtemps. Mais c'est possible, hein. C'est possible. Je ne sais pas si vous avez vu les tronches de ces deux gars-là, et puis le niveau des discussions, c'est quand même un petit peu angoissant. De temps en temps, on dit, ils ont quand même le bouton, eux. Hein. Alors on dit, oui, mais ils ne sont pas tout seuls. Mais vous savez, les cons, ils s'agglutinent parfois. Hein. Donc, il faut faire très très attention. Il se peut que cette évolution soit une autodestruction de l'homme involontaire, parce que c'est toujours un ou deux couillons qui vont décider pour le reste de l'humanité. Sinon, mais très clairement, l'évolution continue, elle est différente. Ce dont ont peur les transhumanismes, et notamment Laurent Alexandre. Alors, Laurent Alexandre, c'est un collègue à moi, il est prof d'urologie, ben, il va avoir des neurones en plus, il était énarque en plus. Donc, c'est bien, hein. Il réussit le concours de l'ENA, il réussit à être prof d'urologie, tout ça, chapeau bas, il écrit beaucoup, mais pour moi, il écrit mal. Il écrit très mal parce que ce qu'il dit est absolument inquiétant et on peut le traduire par son angoisse de l'arrêt de l'évolution darwinienne. À part qu'il n'a pas très bien compris l'évolution darwinienne telle que Darwin l'a écrit et telle qu'on a essayé de vous le résumer aujourd'hui, et que je pense que le débat, c'est que comme il voit que Google et les GAFA marchent fort, il voudrait bien que l'Europe accroche ses wagons et que si possible, le docteur Alexandre soit dans la locomotive, quoi. Donc il faut se méfier de ces trucs-là. La perte du darwinisme, ça ne va pas être ipso facto une involution cérébrale, comme il l'écrit. Hein. Je pense que c'était ça le fond de votre question, comme il l'écrit dans ses bouquins. Mais vous l'avez compris, je ne suis pas très porté sur le post-humanisme. Lui non plus, dans ce qu'il écrit. Mais il n'écrit pas ce qu'il pense. Puis on n'est pas là pour offrir des fleurs. Hein, Moi, je fais un métier tranchant. Au sujet du coup du post-humanisme, vous avez l'air d'avoir un avis vraiment très tranché sur l'intelligence artificielle. Pour vous, c'est fondamentalement négatif ou ça peut quand même être positif ? Les excès sont négatifs. Vous savez qu'actuellement, il y a tout un travail qui est fait au niveau ministériel, enfin au niveau de la Chambre des députés, sur l'intelligence artificielle. Elle existe, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? C'est la mise en commun d'un certain nombre de données qu'on ne pourrait pas réussir à coordonner toute seule. Le GPS est une intelligence artificielle. Je suis venu de Nantes ce matin pour trouver ici, et j'ai été aidé dans ma voiture par une forme d'intelligence artificielle qui, en 3D, dans un temps convenu, m'a fait passer par... on s'est gouré qu'à la fin, je suis garé à 200 mètres d'ici. Mais c'est pas mal, il y a encore des progrès à faire.
Après, ce que je veux dire, c'est que dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle de l'homme augmenté, qu'est-ce qu'on va y mettre? Si c'est pour, comme l'écrivent les gens de la Silicon Valley, pour que, par exemple, on vous mette une puce avec Wikipédia dedans, vous allez faire semblant de briller, comme on le fait de temps en temps tous, hein, dire « Oh putain, je vais aller chez un tel, je vais regarder Wikipédia parce que lui, il aime bien ça, tel peintre, je ne sais même pas de quel pays il est, je vais faire semblant de m'intéresser. » On l'a tous fait. Ou pour dire « Oh putain, dans une société bien pensante, merde, il parle d'un gars, j'ai jamais entendu parler en arrivant, on va sur Wikipédia. » C'est une démarche honnête, intéressant, puis on a le droit de dire « Je ne connais pas, je ne sais pas ». Si l'intelligence artificielle, c'est de bourrer le crâne pour rien et faire de nous des perroquets, ça ne sert à rien. Il y aura des individus brillants, évidemment. Si vous avez Wikipédia sur vous, je vais vous parler, vous allez me parler de la page 394, deuxième ligne de Darwin. Excusez-moi, je l'ai lu, mais je ne me souviens plus de la page. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est inutile. Mais il y a pire que ça. C'est que cette intelligence artificielle, elle va être pas tellement pour nous, mais pour vos enfants. C'est-à-dire qu'un jour, on vous dira... On a sur le plan génétique les possibilités de vous commander un enfant sur mesure. C'est from chance to choice. Mais choice jusqu'à l'enfant. Vous le voulez comment? Beau, si possible. Grand, oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse plus tard? Basketteur. On va lui mettre 1m95. Non, 2m05. Oui, mais c'est embêtant, et pas ça passe sous les portes. Bon, 1m98, d'accord. Couleur des yeux, longueur du sexe, enfin, bon, etc. Et puis, vous voulez qu'il parle des langues en plus? Oui, parce qu'on espère qu'il va aller jouer dans les équipes américaines, là où le dollar tombe dans les paniers de basket. Et on va lui foutre 2 puces, une en anglais. Et puis, s'il rencontrait une petite migrante espagnole là-bas, il va parler l'espagnol aussi. Il sera inné, il n'aura même pas fait l'effort. Bon, et cette intelligence artificielle-là, ça va promouvoir une fausse identité d'un homme qui, in fine, n'est rien de plus que des puces, quoi. Et je pense que c'est grave. Mais vous choisirez peut-être un jour, votre génération choisira effectivement la couleur des yeux de son enfant, peut-être un certain nombre de choses. Ce sera peut-être possible. Mais le pire, c'est si on lui implante des puces et qu'il soit post-humain. Ce sera un cyborg. Donc votre enfant sera une machine. Et je pense qu'il faut garder la poésie. Merde, on est dans le règne animal, quoi. Restons-y. On peut jouer avec des robots et leur faire la cuisine, etc. Ça peut être marrant. S'ils ne sont pas trop couillons, qu'ils jouent aux échecs, puis s'ils se mettent à boire du whisky, un partout. Mais ça garde une dimension encore. Ceux qui veulent, c'est pas ça. C'est le pouvoir absolu et avec un combat de puces. Parce qu'au bout d'un moment... les plus intelligents ne seront pas aussi intelligents que les autres. Et puis, on vivra avec les humains qui ont décidé de ne pas bouger, les humains qui ont décidé de bouger un peu, les humains qui ont décidé de bouger beaucoup, et puis les singes qui seront toujours là, si on leur laisse quelques forêts, et à qui on aura foutu des puces pour qu'ils travaillent à notre place. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est extrêmement dangereux. On ne peut pas tolérer une société hiérarchisée à ce point. Parce que le prix des puces, ce ne sera pas pour les Africains. Hein. Décidément, ils n'ont déjà pas d'eau, ils n'auront pas les puces non plus. Les puces. J'ai bien répondu? Oui, merci. Donc, laissez faire la nature, votre bébé, il sera magnifique comme vous. Vous étiez en train de dire tout à l'heure que si nous fusionnons avec les machines, tout ça, enfin l'intelligence artificielle, nous ne serons plus humains, on ne sera plus dans le règne animal. Si nous utilisons l'intelligence artificielle, nous ne serons plus dans le règne animal, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais pour vous, quelle est la définition de l'humain? La définition de l'humain, on est humain quand on prend conscience des autres espèces. Je pense. Et après, on est humain quand on a conscience de soi, tout simplement, au sein de ces autres espèces.
Et connaissant les autres espèces, on peut les utiliser à bon ou mauvais escient, mais quand on a conscience de soi, on est un être humain. Les autres animaux n'ont pas cette conscience de soi. On pourrait épiloguer très longtemps, mais il faut définir ce qu'est la conscience aussi. Mais enfin, ceux qui ont conscience des animaux sont des hommes. Parlez-en à votre chien, vous verrez. N'hésitez pas. Et alors, bien sûr, pour compléter, il y a le langage qui est quand même, comme le dit l'autre, le support de la pensée, c'est-à-dire qu'on a une pensée, qu'on peut l'exprimer, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'abstrait, ça c'est aussi humain. Pas beaucoup d'animaux qui sont capables de le faire. Contrairement à ce qu'on dit, mais c'est pas une question de hiérarchie, chacun fait ce qu'il doit faire hein, sur cette terre, c'est comme ça. Et ce qu'il peut. Qu'est-ce que, selon vous, il faudrait qu'on réponde à des gens qui sont pro-transhumanisme ou post-humanisme? Qu'est-ce qu'il faudrait répondre, selon vous, à des gens qui prônent le post-humanisme? Alors, la semaine dernière, j'ai participé à une table ronde avec Mark Srooks. Mark Srooks, il est le patron de Technoprog, c'est-à-dire il est le #1 du transhumanisme en France. Il habite en Grèce, mais c'est un Français et il dirige le transhumanisme. C'est un homme cultivé, sympathique et on ne sait pas du tout alpaguer. On parlait plus de trans que de post-humanisme. Je pense qu'il s'est dosé aussi son discours en fonction de ce qui l'entoure. Je crois qu'il faut se méfier. Si votre question est qu'est-ce qu'on dit au transhumanisme, ben, c'est de rester transhumaniste, d'en discuter avec nous et de ne pas passer au post-humanisme, c'est tout. Mais je vais vous dire une chose, il est très dangereux de faire des tables rondes avec des gens qui sont soit créationnistes, soit transhumanistes. Et c'est très dangereux parce que leur métier, c'est la discorde. Et eux sont armés pour. C'est-à-dire qu'ils ont tellement l'habitude d'aller sur les plateaux qu'ils vont vous entourer de farine, vous n'y voyez pas très clair, ils vont même vous beurrer la tartine dans le bon sens et puis ensuite vous la foutre sur le nez, quoi. Parce que ce sont des pros de la désinformation. Et les post-humanistes le sont, comme les créationnistes le sont. Donc, par exemple, si on m'invitait sur une chaîne de télé à parler en direct avec un créationniste, avec Madame d'Ambricourt, par exemple, ma réponse sera non. Moi, je veux lui parler en tête-à-tête, mais pas devant des centaines ou des milliers de spectateurs, parce qu'elle va m'avoir. Elle va m'avoir parce que ce sera l'art de parler de Schopenhauer, que vous avez peut-être lu. Ils sont spécialistes de ça. Ils passent beaucoup plus de temps à expliquer leur sémantique qu'à penser. Alors, ce que je leur dirais si j'étais en tête-à-tête, c'est clair. Écoutez, il y a des comités d'éthique et j'en fais partie. Je fais partie d'un comité d'équipe, d'un monde de réflexion. Eh bien, on fait ce qu'on peut pour dire, par exemple, attention à ce qui se passe actuellement, attention à la grossesse pour autrui. Faut-il l'interdire? Faut-il la permettre? Avec quelle réserve? Attention à la procréation médicalement assistée. À qui le permet-on? De quel droit? À qui l'interdit-on? Et de quel droit? Etc. Et je leur dirais que, par exemple, le monde évolue et que la science doit suivre. Et que ce n'est pas l'inverse. Et que le monde a évolué jusqu'à la nécessité, par exemple, de l'avortement. Mais une nécessité parce qu'il y avait trop de cas désespérés autrement. Et voilà qu'on fait machine arrière, etc., etc. Et là, je leur dirais, écoutez, vous commencez à me gonfler, vous allez venir dans nos comités d'éthique et on discutera tous autour d'une table et sans témoin. On verra. Vous ne pouvez pas discuter qu'un transhumaniste. Hein. Les gens du GAFA, d'abord, ils ne discutent pas. Et quand ils sont sur les chaînes de télé, ils sont des vedettes, quoi. Ils vont vous noyer, ils ne répondront pas aux questions. Et ils se mettront... Laurent Alexandre fait ça. Laurent Alexandre, c'est un type brillant, hein, il n'y a rien à dire là-dessus, mais il va commencer à vous faire un exposé, comme moi, et puis après, il va vous dire « Oh, ben vous voyez, hein, le transhumanisme, quand même, il faut faire attention, parce que, bon, ils sont quand même pas très mignons. » Il en est, lui. Hein. Oh, vous comprenez, il va y avoir des inégalités sociales, et puis il va conclure en disant « De toute façon, c'est incontournable et inévitable. Donc, il vaut mieux en être. »
dites, putain, mais il nous prend pour qui? Il nous prend pour qui? Mais il a fait passer son message. Et pour lui, vous êtes devenu transhumanisme en 3/4 d'heure, quoi. Se méfier. Jamais en public. Et en tête-à-tête, on en rêve. Je l'ai fait avec Marc Roux, mais c'est un type bien. Alors, il y avait un philosophe marxiste à ma gauche, il y avait moi, il y avait une technicienne, une chercheuse en robotique de l'école centrale de Nantes. Il était bien verrouillé. Hein. Je la connais, celle qui fait les robots, je peux vous dire qu'il était à côté et elle l'a bien tenu en laisse. Il faut surtout bien comprendre la différence entre post et trans. Transhumanisme, il existe. Donc, on ne devrait même pas en parler, c'est l'humanisme. Battons-nous pour l'humanisme. Trans, quoi, trans. Il faut se battre pour être mieux, mais partout, et pour tous. Il y a déjà un sacré chantier. Hein. Merci beaucoup, merci pour vos questions et bonne réflexion.